Bonjour à tous. Nous invitons les intervenants à bien vouloir s'installer au premier rang et les autres personnes à bien vouloir prendre place. Merci beaucoup. Mais non, je suis parti. Alors. Bien. On se présente. C'est moi qui. Non, Bien. Bonjour à toutes et à tous. Les budgets verts, on entend parler et reparler. On ne savait pas trop ce que c'était. C'est en train de se préciser. Il y a des positions qui sont divergentes. Il y a des tas d'essais qui ont été faits. Mais avant de lancer le débat, on va présenter les gens qui sont ici. Donc il y a Florian Berco, maire de Laval, qui est ici, merci d'être là, président de Laval Agglomération, Morgane Nicole, directrice de programme collectivité, c'est vous, I4CE, Guillaume Robert, chef des services de gestion publique locale, oui c'est vrai que le nom a changé là. Donc je reprends, chef du service des gestions publiques locales des activités bancaires économiques à la direction générale des finances publiques, rien que ça. Enfin, grosso modo, c'est le chef de la DG FIP pour tout ce qui concerne nos collectivités. Et puis moi-même, Bertrand Rochecorne, je suis maire de Marot-Près dans le Loiret, coprésident de la commission transition écologique de l'Association des maires de France. L'autre coprésident, Christian Métairie, était tout à l'heure pour le point info précédent. Donc voilà, donc les budgets verts, on a pas mal entendu parler, on a fait des échanges avec l'ex-député Thomas Cazenave, qui est maintenant devenu ministre. Évidemment, la machine s'emballe un peu. Et nous, à l'Association des maires de France, on a plus que des réticences. Beaucoup d'entre nous, c'est pas qu'on est contre, on est au contraire très favorable à réfléchir à motiver nos communes, nos conseils municipaux à aller dans le sens de la transition écologique. Et puis, évidemment, la finance est un indicateur. Je dis bien un indicateur parmi d'autres. Jamais un seul indicateur n'est suffisant pour juger d'une politique, mais une convergence d'indicateurs, c'en est un parmi d'autres. Il y a beaucoup d'essais qui ont été faits. Mais I4CE a proposé justement une méthodologie, on l'expliquera. Et suivant les tailles des communes, évidemment, ce n'est pas la même chose qui entre en ligne de compte. Je veux dire, l'an dernier, j'ai participé à une table ronde avec le vice-président de la métropole de Lyon, dans lequel ils ont fait un très gros travail dans ce domaine-là. Et moi, je présentais pour une commune de 1600 habitants, 1500 habitants à l'époque. Je lui ai dit, on est de rapport de 1 à 1000, 1 500 000 habitants, 1500 habitants, donc ce n'est pas les mêmes problématiques. Alors, dans les projets gouvernementaux, il semble que les communes de moins de 3500 habitants ne seraient pas concernées, non pas parce qu'elles sont mises de côté par dédain, mais si je crois bien, mais parce qu'il n'y a pas de comptabilité fonctionnelle, donc c'est plus compliqué. Ceci étant, moi personnellement, dans ma commune, j'ai essayé de faire une comptabilité verte, et puis j'ai regardé toutes les dépenses de fonctionnement hors personnel, évidemment c'est plus compliqué, et puis pour toutes, j'ai mis un coefficient, je mets un coefficient allant de moins 100 à plus 100, c'est plus commode. Évidemment, je ne le fais pas au point près, de moins 100 à plus 100,
ou alors, pour certains points, c'est hors sujet, donc on met un 0 quelque part. Et puis au bout du compte, pour ceux qui sont habitués à Excel, une somme produit. En fait, je fais la somme de tous les produits du montant par le pourcentage que j'ai mis. Et puis j'obtiens un indice que j'essaie de faire varier dans le sens le plus élevé. Voilà, pour vous dire qu'il y a des exemples pour toutes les communes qui sont possibles. Et ce qu'on veut absolument, c'est qu'on laisse les communes aller dans le sens, parce que les besoins sont différents, non seulement en fonction de la taille, mais aussi en fonction de la motivation des équipes. Un budget vert, pour nous, ça doit avant tout avantager encourager à aller dans le sens de la transition écologique. Mais il semble que pour beaucoup, c'est aussi, je pense que la France sont très bons élèves, que les banques qui nous prêtent veulent montrer qu'elles prêtent à des gens vertueux, je ne sais pas quoi, et on ne voudrait surtout pas que des budgets verts soient la cause de traiter des mauvais et des bons élèves. On a tellement l'habitude dans l'enseignement français d'être là à juger les bons et les mauvais, de noter de 0 à 20. On voudrait vraiment que ça soit totalement différent, mais que ça soit que pour une collectivité puisse se comparer et puis essayer d'avancer dans la bonne direction. Il faudrait surtout pas que les subventions se soumisent à une bonne note, à un budget vert, et que toutes les politiques le soient. Oui, pardon, je suis trop bavard. On me rappelle que je suis trop bavard, donc je laisse la parole. Non, peut-être rappeler le contexte. Bonjour, Guénal Stéphane, je suis responsable de la mission développement durable de l'AMF. Peut-être juste rappeler le contexte, une fois que notre président a accueilli tout le monde, pourquoi on organise ce point info. Parce que la question des budgets verts, c'est un sujet qui a été quand même, qui n'est pas récent, qui n'est pas si récent que ça. Ça fait plusieurs années que des collectivités se sont lancées dans l'évaluation environnementale de leur budget, dans un objectif d'auto-pilotage et d'auto-amélioration de l'efficacité d'un point de vue environnemental de leur budget. Aujourd'hui, nous sommes un peu à la croisée des chemins, puisque des collectivités ont mis en place des budgets verts, plusieurs années d'affilée, des méthodes ont été élaborées, notamment en conjointement avec I4CE, l'AMF, France Urbaine et d'autres associations. Et aujourd'hui, puisque l'outil a semble-t-il, démontré une certaine efficacité, il est envisagé de l'utiliser plus largement, de le généraliser. C'est donc l'objet du point info que de discuter de cette généralisation, de les modalités dont c'est envisagé par l'État à ce stade, et peut-être des inquiétudes que ça soulève de la part des collectivités qui ont un outil aujourd'hui volontaire, facultatif, à leurs mains, et qui leur sert, pour celles qui les utilisent, à de l'autopilotage. Et ce que peut devenir cet outil, un outil de contrôle, un outil de fléchage, c'est quelque chose qui effectivement a éveillé beaucoup d'inquiétudes au sein de l'Association des maires de France et qui a justifié d'ailleurs le titre de ce point info. Maintenant, je vais bien sûr. Oui, donc juste, en effet, j'ai assisté à la présentation par Monsieur Robert de ce qu'envisageait la DGFiP et le gouvernement par rapport à ça. Il vous dira mieux que moi, mais il y avait évidemment une concertation d'abord, mais après tout avait l'air de dérouler vraiment comme une pendule, avec un démarrage dès les comptes administratifs 2024, mais ça veut dire que dès le 1er janvier, c'est impacté. Et ensuite, le budget 2025. Voilà, alors c'est des inquiétudes que nous avons. Et donc, je laisse la parole à Florian Berco, maire de Laval. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors moi je suis à la fois maire de Laval, président de Laval Agglomération. J'ai aussi la chance de présider INSEM et la commission écoquartier au niveau national. Donc on a fait pas mal d'évaluations aussi d'impact des écoquartiers. Et je préside une association, je co-préside France Ville Durable. Donc on est vraiment sur ces questions de conciliation, économie et écologie, en tout cas développement et environnement, avec toutes les contradictions que ça veut dire. Alors quand on prend la question des budgets verts, déjà on va décortiquer, on va parler du budget. Pourquoi il y a autant de monde dans cette salle? C'est quand on parle budget, on parle de moyens financiers qu'on nous alloue. Et le vote du budget, c'est quand même le moment le plus important dans une année civile quand on est élu, puisque c'est le moment où on fait les comptes des recettes d'un côté et de l'autre les dépenses à venir. Et c'est là où on va discuter finalement de la réalisation de ce qu'on va faire tout au long de l'année. Le budget est le reflet de la mise en récit de l'année à venir. Donc c'est un moment très discuté, très important. On est là à l'heure des choix. Et donc rajouter l'aspect vert, évidemment, ne peut être qu'un outil d'aide à la décision, aide à l'arbitrage des choix qu'on va faire de manière éclairée.
Moi, les préconisations, on l'a fait à la ville de Laval sur les investissements d'abord avec la méthode I4CE. On s'est fait accompagner par un cabinet externe parce qu'avoir la ressource en interne, c'est pas toujours simple. Il faut dégager du temps de nos agents et puis aller chercher de l'expertise. On a voulu vraiment le faire sur l'investissement pour commencer à s'approprier la méthode. Et on voit déjà que sur les investissements, qui paraissent le plus simple que sur du fonctionnement, ligne à ligne, ça pose énormément de questions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette démarche de questionnement permanent, de se dire, est-ce que l'arbitrage que je vais prendre et le projet d'investissement que je vais faire, est-ce qu'il est bon ou est pas bon? Le projet écologique par nature le plus vertueux, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est le projet renoncé. Oui, mais c'est important en tant qu'élu aussi, en temps de disette budgétaire, de se dire, bon, aussi soyons vertueux sur les projets, questionnons-nous, est-ce que le projet, je vais le faire? Est-ce qu'il faut faire 4 projets? Est-ce que je ne vais pas en faire qu'un qui soit du coup plus vertueux? Et c'est cette pédagogie que nous amènent les budgets verts avec énormément d'intérêt. C'est pour ça que sur la base du volontariat, moi je vous invite très fortement à vous intéresser à ces questions-là. Pas forcément vous limiter d'ailleurs à la méthode. Désolé, mais ils vont se présenter à I4CE. Il y a plein d'autres méthodes. Et on voit des villes, à titre expérimental, aller sur des stratégies beaucoup plus globalisantes. C'est-à-dire que on a tendance, surtout en France et en Europe, à se focaliser sur les budgets verts carbone. Mais enfin bon, si on voit le monde que par le carbone, ça ne va pas le faire. Enfin, c'est la sempiternelle question sur les indicateurs financiers qui sont que économiques et qui ne prennent pas en compte le reste de la valeur. Si on prend que la comptabilité carbone, pareil, on prendra des mauvais choix. Donc c'est comment on va vers des indicateurs de plus en plus holistiques. C'est ce que nous proposent certaines méthodes, à la fois sur le volet atténuation, c'est comment on se prépare aux risques climatiques à venir, et il va y avoir de plus en plus d'inondations, de feux de forêt, etc. Et ça doit, la prospective climatique doit nous questionner aussi dans nos choix d'investissement, dans nos choix budgétaires. Est-ce que l'équipement que je suis en train de réaliser, il sera tenable dans 20 ans, il sera utilisable dans 30 ans? Est-ce qu'il a du sens aujourd'hui sur cet espace-là? Tant que sur le volet lutte contre le réchauffement climatique, qui est le deuxième volet. Nous, on expérimente à France Ville Durable, pour juste dire un mot, la stratégie du donut, que la ville de Grenoble et puis Bruxelles est en train de s'emparer. Je ne sais pas si vous connaissez le donut. Donc, un donut, c'est une petite pâtisserie fort agréable, avec en son cœur un trou. C'est une économiste qui a inventé ça, qui dit que pour bien vivre de manière soutenable, de manière régénérative, il ne faut pas atteindre certaines limites planétaires. Par exemple, en termes d'eau, en termes d'atmosphère, en termes de sol, bon, ça paraît très logique. Une vision assez holistique sur le plafond environnemental à ne pas dépasser, c'est le contour extérieur du donut. Et à l'intérieur, pour bien vivre, il faut le plancher social, c'est-à-dire que l'économie soit équilibrée avec l'emploi, soit économie avec les ressources, etc. Donc on voit bien qu'il y a plein de méthodes de calcul et qu'il est encore temps de nous laisser du temps pour expérimenter. Je rappelle que la comptabilité française, ça va faire rire là des défis, mais la comptabilité française a été créée au XVe siècle, et du XVe siècle à aujourd'hui, on a vu énormément d'évolutions et d'effets de normalisation, de stabilisation. Donc on voit bien qu'on est au début de l'histoire de l'écriture de cette comptabilité extra-financière, en tout cas qui comprend la valeur autrement, et donc nous laisser du temps, expérimenter et venir nous accompagner, je pense que c'est une bonne mesure, et évidemment nous inviter à agir pour l'environnement. Plus personne, je pense, dans cette salle n'ira contre, évidemment. Maintenant, c'est comment, à travers cette comptabilité vertueuse, on nous met des outils financiers en plus pour accompagner nos projets. Et je terminerai là-dessus. Moi, je reprends les mots du président de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, qui avait fait une interview dans la Gazette des communes en disant il est temps de s'endetter écologiquement. Bon, chiche, je crois que le budget vert est tout à fait là pour accompagner des projets d'investissement d'avenir qui s'équilibrent si on compte autrement, et donc nous permettra d'avoir une capacité d'endettement écologique verte, sans évidemment rogner le fonctionnement de nos collectivités, le fonctionnement minimal. Donc moi je suis plutôt un fervent défenseur de budget vert volontaire, d'abord sur l'investissement, et puis s'attaquer évidemment au fonctionnement ligne à ligne au fur et à mesure, avec une vision très, très globale. Bien, alors après ces propos introductifs déjà bien dans le vif du sujet, Madame Nicole, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces budgets verts? Oui, alors pour replacer peut-être le contexte de ces budgets verts, je vais rebondir sur la phrase qui a été dite « laissez-nous le temps ». Parce que malheureusement, je serais d'accord avec vous pour faire quelque chose de parfait, mais malheureusement, sur la transition, on n'a plus vraiment le temps.
il faut avancer dès maintenant. Et ce n'est pas juste une question de faire les choses un peu philanthropiques, faire les choses bien pour l'environnement, c'est aussi une question complètement économique et de développement territorial, en fait. Aujourd'hui, vous prenez par les budgets, mais pas que, tout au long de l'année, des décisions qui, notamment des décisions d'investissement ou des décisions de dépenses de manière générale, qui ont un impact sur l'environnement, mais qui aussi vont faire que votre territoire sera plus ou moins adapté aux transitions qui sont en cours. Et si on prend l'exemple des impacts du changement climatique, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre, et on parle plutôt de milliards d'investissements qui sont faits, investissements publics, pardon, qui sont faits tous les ans, qui ne seront pas résilients aux impacts du changement climatique. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème environnemental, c'est vraiment un problème de développement territorial. Donc, si on vous invite à se questionner dès maintenant et le plus rapidement possible sur ces questions de changement climatique dans le cadre des dépenses que vous pouvez faire ou du budget que vous pouvez décider, c'est vraiment pour être certain que les dépenses que vous faites et surtout les investissements que vous faites aujourd'hui sont bien pertinents dans le monde qui sera le monde de demain, dans la transition qui est en cours. Et cette transition, c'est à la fois la transition pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour faire face aux impacts du changement climatique qui seront là, qui vont augmenter quoi qu'on fasse. Bon, pardon, j'ai aussi commencé par un long propos introductif, mais pour insister sur ce côté, oui pour l'expérimentation, mais ne prenons pas 3 siècles pour arriver à cette comptabilité verte, sinon ce sera trop tard pour agir. Non. Je pense que je fais partie de ces jeunes dans cette salle qui comptent bien vivre correctement dans ce pays. Donc, au contraire, c'est de se dire aujourd'hui, soit on fait une planification à la chinoise non démocratique, et c'est effectivement une manière de lutter contre le réchauffement climatique, soit on fait confiance quand même au développement territorial. Et je pense qu'en conscience, aujourd'hui, quand on se pose la question du choix budgétaire, j'ose espérer qu'on se pose la question de la résilience, du choix environnemental. Et je dis qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. De vouloir uniformiser une méthode, c'est intéressant, évidemment. On est là pour en discuter. Mais évidemment, cette prise de conscience, elle est là. Enfin, j'espère qu'on ne fait pas trop de bêtises. Évidemment, en tout cas, l'État non plus, etc., etc. Les entreprises, le citoyen. Et on voit bien qu'on est dans un monde très contradictoire où, effectivement, j'ai commencé par le choix du renoncement. Je pense que c'est quand même dur à dire quand on est maire, de dire que le meilleur projet d'investissement, c'est celui qu'on ne fait pas, pour redéployer des moyens sur celui à faire. Voilà, ça pose la question et ça pose le sujet de l'outil comme outil de pilotage interne. Ça, on est tous complètement convaincus de cette bonne utilisation. Peut-être que vous pouvez rentrer dans le... Je ne sais pas si... Ah, si, c'est bon. Juste, alors, du coup, comme deuxième propos introductif, nous, en tant qu'I4C, on ne vend pas de méthode. Nous, on va sortir de ce sujet des budgets verts. Donc, nous, on n'est pas défenseurs de ce qu'on a, de la méthodologie qu'on a co-construite avec les collectivités pilotes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est vraiment pas contre à ce que ce soit une autre méthodologie qui soit mise en œuvre. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment que ce questionnement ait lieu au moment où sont prises les décisions budgétaires. Et je vais y revenir, mais voilà, juste pour replacer notre positionnement en tant que I4C. Ah, ouais. Je vais passer. Donc, comme le disait Gwenola, nous avons donc commencé à co-construire cette méthodologie de budget vert pour les collectivités depuis 2019, avec la raison pour laquelle on a commencé à réfléchir à ça. Il y avait 2 raisons. Donc, il y avait en effet la raison de comment est-ce qu'on amène à un questionnement systématique du lien avec le climat, parce que nous on est des experts du climat, des décisions budgétaires qui sont prises, puisque c'est au moment du vote du budget que sont finalement décidées ce qui sera fait par les collectivités. Et puis aussi, on s'est aussi, on était aussi très surpris et un petit peu, on va dire très surpris du peu
de données qui étaient disponibles, ou de l'absence même de données qui étaient disponibles sur finalement les collectivités. Quels sont les investissements qui contribuent au climat qu'elles font? Et c'est un souci à la fois d'un point de vue de la transition écologique, parce que pour pouvoir piloter cette transition, on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est, et à la fois aussi pour les collectivités, parce que finalement, vous ne mettez pas en valeur l'ensemble de ce que vous faites, alors qu'on sait très bien que vous faites plein de choses et qu'il y a plein d'investissements qui sont faits sur les territoires. Et donc, il y avait ces deux volontés derrière, c'était à la fois de pouvoir amener un questionnement systématique et de pouvoir mieux valoriser tous les investissements qui contribuent aux enjeux climatiques et environnementaux de manière plus large, qui sont faits par les collectivités. Donc c'est bien un travail de co-construction avec un certain nombre de collectivités qu'on a fait. Je vais passer rapidement. Pardon. Voilà. Donc concrètement, juste très rapidement, parce qu'on est rentré directement dans le vif du sujet, mais c'est quoi un budget vert? Un budget vert, c'est se poser la question, ligne à ligne dans son budget, surtout côté dépenses, est-ce que cette ligne de dépenses, elle contribue aux objectifs environnementaux, ou est-ce qu'au contraire, elle va dans le sens contraire des objectifs environnementaux, ou est-ce qu'elle est globalement n'a pas un impact énorme? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une analyse ligne à ligne de l'ensemble du budget. Le terme budget vert est pas franchement heureux, parce qu'on n'est pas en train de dire en faisant ça que l'objectif c'est d'avoir un budget qui soit tout vert. Et on n'est pas en train de calculer uniquement la somme de ce qui est vert. Vraiment, il faut bien comprendre ça. On sait très bien que dans le budget des collectivités, comme dans le budget de l'État, il y aura toujours une grosse part de neutre, et il y aura pendant encore malheureusement assez longtemps une partie de défavorable. Et ce n'est pas un problème. L'objectif, c'est vraiment de se questionner et de se poser la question, et quand il y a des lignes défavorables, de se poser la question de est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour que petit à petit, cette ligne défavorable diminue. Mais voilà, c'est vraiment pas l'objectif d'avoir un budget ouvert. Parce qu'il y a plein d'autres politiques que vous devez mettre en œuvre. Donc on a publié récemment un état des lieux de tous les exercices de budget vert qui ont pu être faits par les collectivités, en tout cas ceux dont on a réussi à avoir connaissance, en ne se limitant pas à ceux qui ont suivi la méthodologie I4CE. On voit qu'il y a plus d'une centaine de collectivités qui sont lancées dans la démarche, y compris des plus petites collectivités. Alors il y en a beaucoup moins, bien entendu, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont mis en place cet exercice avec succès. Et donc, on a récolté un certain nombre, une cinquantaine de retours d'expérience par des entretiens du bénéfice que ceux qui ont lancé l'exercice trouvent à cet exercice de budget vert, de budgétisation verte. Et le principal bénéfice, c'est bien celui d'institutionnaliser au sein de la collectivité, au sein des services et entre élus, des temps d'échange sur ces enjeux environnementaux, de manière à ce que tout le monde s'approprie ces objectifs et qu'il puisse y avoir un temps de discussion au moment de la construction du budget sur est-ce que tel ou tel projet, on le fait malgré bien qu'il soit défavorable au niveau environnemental, est-ce que tel ou tel projet, on peut l'améliorer pour améliorer les impacts du changement climatique. Il est fatigué à la fin de la matinée, là, Zapette. Voilà, et donc juste terminer sur le fait qu'il y a donc toutes les ressources pour faire la méthodologie, faire l'exercice, sont disponibles gratuitement sur notre site internet. Donc c'est vraiment chacun peut se l'approprier et chacun peut se l'approprier d'une manière qui convienne à sa collectivité. Et il y a des ressources qui sont plus ou moins longues, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Et donc sur cette question, un dernier point sur cette question de généralisation.
Pour nous, donc, il y a deux objectifs différents qui sont recherchés par cet exercice de budgétisation verte, comme je le disais au départ. Il y a un premier objectif qui est celui de se questionner systématiquement. Pour ça, l'important, c'est que la démarche soit appropriée en interne. Et donc pour ça, c'est important que la démarche, ça nous paraît beaucoup plus pertinent d'avoir une démarche qui se met en place progressivement, de manière volontaire, au sein de chaque collectivité, pour que vraiment ce ne soit pas juste un exercice de reporting, mais que ce soit vraiment une démarche appropriée en interne. Après, ceci étant dit, comme je le disais au départ, il y a aussi un objectif, et c'est aussi important, de pouvoir faire remonter des informations sur quels sont les investissements contribuant au climat qui sont faits au niveau des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, les investissements publics qui doivent être faits pour atteindre les objectifs environnementaux et climatiques en particulier sont réalisés par les collectivités territoriales, principalement. Et donc, en fait, si on ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on en est de la mise en œuvre de la politique de transition écologique, et donc on ne peut pas rectifier le tir et on ne se rendra compte que a posteriori du fait qu'on n'a pas atteint les objectifs, enfin qu'on ne s'est pas donné les moyens d'atteindre les objectifs. Et puis un deuxième bénéfice pour vous en tant que collectivité à faire remonter, ces investissements, c'est aussi de voir quel est finalement le comblé à fossé, le fossé à combler, pardon, je suis malade donc je ne suis pas super réveillée. Quel est le fossé à combler pour vraiment réussir à faire tous les investissements qu'il faudrait sur son territoire pour être sur la trajectoire de transition écologique. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Quels sont les freins? Est-ce qu'il y a un problème de financement? Et pouvoir faire remonter ça, pouvoir faire remonter ce manque, ça permet ensuite d'objectiver le fait que qu'il va falloir trouver des sources de financement. Mais tant qu'on n'a pas cette remontée d'informations, on ne peut pas objectiver ce frein également. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir cette remontée d'informations. Et là, du coup, sur cette partie-là, il faut trouver une manière simple, efficace pour tout le monde, qui ne soit pas chronophage, de faire remonter les informations. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'envisage l'État, qu'envisage de faire l'État avec ce bel outil à autant de possibilités? Alors, je vais vous présenter en gros ce qui est présenté dans le cadre d'un amendement au projet de loi de finances pour 2024. Donc, je ne sais pas si je porte la parole de l'État, je vais faire un éclairage technique de la DGFiP. Je vais me permettre une toute petite provocation en entrée, mais vous allez voir qu'en réalité, et je le dis tout de suite, je pense qu'on est extrêmement convergents dans les propos qu'on tient. La toute petite provocation, elle est sur le titre. Oui, la réussite ne passera pas par la contrainte. Ça, et je vais essayer de vous démontrer que l'objet de la démarche des administrations à la demande du ministre Thomas Cazenave ne vise pas du tout à instaurer de la contrainte. Mais ce que je voulais dire en provocation, c'est que ce dont on est persuadé, et je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est que la réussite ne peut pas passer par l'anarchie complète. C'était de la provocation en termes d'anarchie, mais je veux vraiment revenir sur le fond. Attention, ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire le plus petit dénominateur commun, l'outil un peu universel que toute collectivité pourra utiliser. C'est intéressant de voir qu'une centaine de collectivités se sont lancées ou envisagent de le faire, qu'il y a des initiatives partout. Vous le savez mieux que personne ici, toutes et tous, il y a 36 000 collectivités, 100 000 comptes locaux. Donc on a un souci d'industrialisation et de proposer la base commune qui permette d'abord aux élus qui n'ont pas forcément tout le temps disponible pour développer chacun leur outil, lancer chacun leur démarche, d'avoir au moins cette base, qui n'est pas exclusive du reste, qui permette également une forme de consolidation. Alors, je suis prudent, ce n'est pas une tentative de comparer les uns aux autres, c'est vraiment ce qui vient d'être dit, c'est une capacité pour le secteur local, pour la France en général, de savoir quel est son placement sur une trajectoire d'investissement, parce que c'est par là qu'on veut commencer, en matière de développement durable. Alors, pardon,
Je comprends que l'outil ne marche pas super bien. Je désespère pas. C'est pour limiter la consommation. Ah oui, si tu as beaucoup d'annexes. Désolé. En fait, je vais commencer en faisant défiler par un a contrario. En gros, notre sentiment, c'est que si on n'avait pas proposé, en lien avec la Direction générale des collectivités locales, la DGFiP, l'outil qui est aujourd'hui proposé dans le cadre du PLF, on laissait un peu les collectivités dépourvues, en tout cas celles qui ne se sont pas lancées, dépourvues, sans outils, et c'est vraiment l'objet. Donc vraiment, si j'ai un message à faire passer, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans un débat obligatoire, pas obligatoire. C'est une expérimentation. Cet amendement, enfin, ça sera sans doute un article in fine du projet de la loi de finances, mais ça lance une expérimentation. Certes, c'est une expérimentation oui, j'espère. Certes, c'est une expérimentation qui concerne, dans laquelle toutes les collectivités de plus de 3500 habitants, je vous rappelle, donc en gros 9% des collectivités, hein, en gros 3500, 3600 collectivités, doivent s'inscrire. C'est le côté obligatoire. On doit rentrer dans l'expérimentation et on définit ensemble un outil. Ça ne les empêche pas d'aller plus loin. Ça n'empêche pas d'autres collectivités, Monsieur Hochkorn le sait, de se lancer aussi, mais on a choisi de commencer là-dessus. Et par ailleurs, on a choisi de commencer ensemble sur ce qui est le plus simple. Donc je reprends ce qui a été dit, on commence par l'investissement, parce que c'est un objet mieux connu, puis c'est sans doute là qu'on a le plus d'enjeux à court terme, notamment dans les plans pluriannuels d'investissement que vous avez fait, que vous pouvez avoir à faire bouger parce qu'il y a une urgence climatique. Ça nous permet aussi d'éviter un certain nombre de biais méthodologiques. Et par ailleurs, on commence sur une ou deux entrées qui seraient la lutte contre le changement climatique ou l'adaptation au changement climatique, sachant que, là aussi, je rejoins ce que disait Monsieur le maire, ce n'est pas du tout une façon de réduire le sujet. La biodiversité, la politique de l'eau, tout ça compte énormément. Il y a 6 axes pour l'État. Hein. On y viendra peut-être un jour dans la démarche, mais c'est là-dessus qu'on veut construire. Donc, c'est ce qu'on vous redisait là. Le budget vert, c'est valoriser la contribution de la collectivité, permettre aux élus d'intégrer ces enjeux environnementaux. Je me retrouve totalement dans ce qui a été dit. Avoir un outil d'aide à la décision. Rendre compte de l'action publique, ça permet d'agréger et d'avoir des comptes produits et chercher de nouveaux financements. Je m'arrête une seconde là-dessus, je serai beaucoup plus rapide sur la suite. Je sais que ça va faire réagir par ailleurs certains dans la salle. Quand je dis qu'on met à disposition un outil, on a aussi dans un coin de nos têtes le sentiment qu'un certain nombre de financeurs vont avoir ce type d'exigence envers les collectivités. Alors, je ne parle pas de l'État, pas de provocation. Les banques, pour les très grosses collectivités, ceux qui souscrivent à des émissions obligataires, etc., à un moment ou un autre, il y aura une demande de reporting. Notre but, c'est que ça soit le moins coûteux possible pour les collectivités et que l'outil tel qu'il est proposé permette de le faire. Donc, qu'est-ce que c'est que, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans ce PLF ? Simplement, la volonté de proposer une annexe au compte administratif, au compte de gestion et potentiellement au budget primitif, dans laquelle on remonte les dépenses existantes en utilisant les nomenclatures existantes. En l'état, on reste dans les nomenclatures connues, la nomenclature pas-nature, la nomenclature fonctionnelle et leur croisement. C'est pour ça aussi qu'on commence par les plus de 3500 habitants, parce qu'elles, non. On ne demande rien de plus. On va proposer une annexe dans laquelle, après un travail collectif, parce qu'une fois la loi votée, le travail commence avec notamment l'AMF et l'ensemble des associations d'élus, pour dire, ben voilà, j'ai regardé de façon consensuelle dans la nomenclature telle boîte budgétaire, telle ou telle nature de dépenses, et soit très favorable, soit totalement défavorable à la politique de lutte contre le dérèglement climatique. Une illustration, par nature, dépenses de fluide, fuel, on a une petite idée que ce n'est pas totalement favorable. Ou si je suis en investissement dans une cuve de fuel, ce n'est pas totalement favorable à la lutte contre le changement climatique.
Inversement, investissement dans, je vais prendre par fonction, de la voirie verte ou de nouveaux modes de déplacement, ça aura tendance à être favorable. C'est ça qu'on va identifier, a priori, par un travail avec les associations d'élus. On calera une maquette sur cette base-là. Et ensuite, ça c'est la joie de la DGFiP et de ces grosses machines et des logiciels financiers des collectivités, l'idée est que tout ça remonte automatiquement. Je ne vais pas vous faire toute ma présentation, elle sera à disposition. Je vais m'arrêter là-dessus. En fait, je disais, c'est un outil de base, c'est un plus petit dénominateur commun. Ça ne doit pas, et ça n'a pas vocation à brider les initiatives. Et j'étais très sensible à ça. Le budget vert doit engager une discussion, faire se poser des questions. Cet outil, c'est juste une base de présentation. Si on se contente de le laisser tourner et que l'annexe se produise automatiquement, on aura des éléments chiffrés, on pourra peut-être regarder ce qui se passe. Ça ne sera pas la démarche telle que, je pense, la plupart des intervenants l'imaginent. Donc, ça sera simplement un élément d'objectivation. Et ensuite, le boulot politique, mais là, ce n'est pas celui des administrations, pourra commencer. Donc, c'est vraiment ça qui est derrière. Dernier élément, le calendrier. Effectivement, comme je vous disais, si le projet de loi de finances est adopté avec cet article en son sein, le travail commence avec les associations d'élus à partir du tout début d'année pour fixer dans un décret, ce que je vous disais, les petites boîtes qu'on voudrait consensuellement noter en vert ou en brun ou reconnaître qu'on n'est pas capable de noter. Ça se décline dans un décret et ensuite on met à disposition des maquettes de construction. Donc du compte administratif 2024. Alors Philippe Oscorn disait ça commence au 1er janvier. En réalité, le compte administratif 2024, il sera à produire pour un grand nombre de collectivités d'ici février-mars 2025. Et ce qui sera fait dans ce compte administratif pourra aussi influer sur la façon dont vous, élus, construirez votre budget primitif 2025, donc à peu près la même échéance de toute fin d'année ou début d'année, toute fin d'année 24 ou début d'année 2025. Voilà. Je ne sais pas si j'ai limité les inquiétudes, je suis vraiment disponible pour les questions, mais voilà ce qu'il y a derrière l'amendement tel qu'il est présenté par le gouvernement dans le projet de loi de finances. Juste pour réagir, enfin, pour pas se méprendre, mais on est tous favorables évidemment à une évaluation. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça s'articule avec tout ce qu'on fait. Pas laisser croire qu'on ne s'engage pas. On fait des démarches de PCAET, de rapport développement durable, on a des rapports égalité femmes-hommes. Il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on rend compte, évidemment. Moi, je crois plus à la démarche qui questionne, qui embarque tout un conseil municipal ou communautaire sur les choix à venir. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, et je dis, ne nous fermons pas sur des questions techniques, parce que dans ce cas-là, moi, j'ai la solution. Il faut supprimer le PIB, n'intègre pas les bonnes valeurs. Enfin, c'est ça que je veux dire. Et on est déjà assez contraint. Un exemple pour que la DDFiP, moi je suis un financier de base, donc on se comprend quand même. Moi j'ai fait l'analyse sur le décret tertiaire, par exemple. Vous savez que le décret tertiaire, c'est qu'à 2030, on est éliminé, qu'on ait baissé nos émissions de CO2 dans nos bâtiments municipaux. J'ai fait le calcul, allez, à la grosse louche, j'en ai au moins, il faut que je dépense entre 30 et 50 millions d'euros d'ici 2030 pour les bâtiments municipaux lavallois. Et je pense qu'on est plutôt proche des 50 que des 30. Ma capacité d'investissement, parce que je suis une ville surendettée, j'ai démarré mon mandat avec une CAF quasiment à zéro, un endettement sur fonctionnement de 124%. Donc ma CAF est permise grâce à des subventions, grâce à de la vente de foncier. Aujourd'hui, ça voudrait dire que 70% de mon investissement est mis sur le décret tertiaire. Voilà. Donc mes marges de manœuvre sont très limitées. D'où ce que je disais, c'est comment on va chercher. Très vert, budget. Oui, du coup, très vert. Très vert. D'où se pose la question de ce mur de l'investissement qu'a posé le rapport Pisani-Ferry. Comment on finance ces dizaines de milliards nécessaires pour l'investissement, comment on externalise la dette via nos satellites, que sont des aménageurs, que sont des bailleurs, que sont peut-être via des budgets annexes qui s'équilibrent. Ça, c'est des vraies questions. Et ensuite, comment on le finance en endettement à travers la Banque des Territoires, qui est quand même le meilleur partenaire et le meilleur financeur de ces projets sur le long terme. Il distribuait d'ailleurs des petites plaquettes pour financer nos écoles juste devant. Donc on voit bien que la démarche, elle est là, elle est celle-là. C'est que nous, on est pris dans déjà beaucoup de réglementations qui nous
nous invite à réfléchir. Et l'évaluation, c'est très important, je terminerai là-dessus aussi. Dans les démarches d'évaluation, c'est savoir ex-ante et à la suite. C'est d'où on part, où est-ce qu'on va. C'est quand on démarre une démarche de budget vert, c'est de se dire quel est l'état de mon territoire, la biodiversité, de l'eau, et c'est ce que nous invite à faire le PCAET. On fait d'abord toutes les études, c'est pour ça que c'est très lent, savoir d'où on part sur le diagnostic du territoire, et ensuite se dire où est-ce qu'on va et évaluer tous les ans. Et ce qui n'est pas forcément toujours facile avec la méthode I4C. Voilà, c'est pas fait pour ça, mais j'en rajoute. Ouais, j'en profite pour. Donc le budget vert, c'est vraiment un état des lieux à un moment, enfin sur une année précise. Nous, ça fait un moment qu'on en parle, mais cette fois-ci, on va vraiment vous aider avec un outil. On dit qu'il faut, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on doit aller, regarder combien est-ce que ça coûte, tous les objectifs que vous êtes fixés au niveau du territoire. Donc on l'a fait au niveau macro France sur le périmètre des compétences obligatoires des collectivités. On est arrivé donc sur la base des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et du croisement avec donc les compétences obligatoires des collectivités. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut au moins multiplier par 2 les investissements, ce qui fait plus 6,5 milliards par an au niveau de l'ensemble des collectivités. Donc on voit qu'il y a une marche qui est importante, qui n'est pas infaisable, mais qui est importante à franchir. Bref, tout ça pour dire, on va en 2024 co-construire avec les collectivités motivées un outil pour vous aider à faire ce budget de ce que ça correspond d'atteindre ces objectifs sur votre territoire. Je me permets juste une petite remarque, peut-être on pourra écouter les questions aussi, mais alors d'abord, le personnel ne détient pas les clés du coffre, donc je ne vais pas me lancer dans des grands sujets de financement ou de ce que l'État pourrait apporter, mais quand même. D'une part, sur les grands chiffres, il y en a beaucoup qui circulent. Un des sujets de discussion, mais on a souvent cette discussion avec I4C, c'est justement la connaissance relative de l'état de l'investissement aujourd'hui. On peut avoir une idée de combien d'investissements on a besoin, on a du mal à connaître le point de départ, on a du mal à connaître ce qui est exactement fait aujourd'hui. Donc un des sujets qu'on a derrière aussi cette méthode, c'est de se rendre compte quel est le poids aujourd'hui d'investissement favorable, défavorable, et pour savoir quelle est l'ampleur de la marche. Je ne critique pas du tout les démarches, elles ont été très appuyées, très intéressantes. Après, il reste des éléments d'incertitude que d'ailleurs les bons papiers, notamment ceux d'I4C, ne masquent pas du tout. En revanche, je vais partir à un exemple très micro, en lien avec ce que vous disiez. Il m'est arrivé d'être gestionnaire local aussi. Ce qui me frappe, et c'est pour ça que je parlais des plans pluriannuels d'investissement, c'est que parfois, il y a un certain nombre de décisions qui se font en séquentiel et qui amènent à des surcoûts. Je vais juste prendre l'exemple des écoles parce qu'il revient souvent. Si dans le plan d'investissement, on avait décidé de réinvestir dans l'immobilier dédié aux écoles, très souvent, et j'ai des exemples sur des très grosses collectivités, c'est une fois je fais l'investissement pour les écoles parce qu'il était prévu dans mon plan d'investissement, et puis alors tout d'un coup, je me rends compte que j'ai un besoin d'investissement énergétique sur mes bâtiments, et donc je repasse derrière. Tous celles et ceux qui sont maires, d'abord, savent que ça va être très énervant pour les habitants. Je prends l'exemple des écoles, mais ça pourrait être la voirie. Enfin, si on ouvre, réouvre et refait des travaux tout le temps sur les bâtiments, ça va être catastrophique. Et ensuite, c'est le prototype d'une décision où on va avoir l'impression que la marche est énormément élevée parce qu'elle s'ajoute, alors qu'en réalité, la bonne solution, je ne veux pas du tout être donneur de leçons, enfin, on le sait tous implicitement, et c'est un exemple simplifié, ça va être de se dire, au moment où je fais les travaux immobiliers sur tel ou tel bâtiment, j'inclus la dimension énergétique. Donc il faut vraiment qu'on arrive à progresser dans la connaissance de ce qu'on fait, parce que moi, ma seule crainte, je sors une seconde dans mon rôle technique, c'est que l'accumulation d'énormes chiffres, certes ça signale l'urgence et le fait qu'il faut s'y mettre, il faut pas que le mur, quand il est trop près et qu'on se tape dedans, on finit par ne même plus avoir la volonté de le grimper. Donc il faut vraiment qu'on trouve les moyens de montrer qu'il y a déjà des choses, et il y aura de la dépense d'investissement verte, j'en suis persuadé. Il y a aussi des choses qui sont faciles à faire, vous disiez dans le renoncement ou dans la modification, des dépenses brunes qu'on verra apparaître aussi. Et donc il y a beaucoup de leviers à disposition des collectivités.
Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que dans le point info précédent, on avait justement consacré la discussion au levier de financement de la rénovation énergétique des bâtiments, et en particulier du plan école. Et énormément, la salle était pleine, et on a convenu, pour aller plus loin, d'organiser un webinaire dans les prochaines semaines pour creuser ce sujet-là. Peut-être que des questions sont... Oui ? Merci Gwenola. Olivier Landel. Donc, les 10 dernières années, j'étais à la fois le délégué général de France Urbaine, donc j'ai participé activement avec Gwenola et Morgane à la construction de l'outil de budgétisation verte, et je suis également le directeur général de la Banque des collectivités, ce qui n'est pas la Banque des territoires. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on arrive, après avoir beaucoup tâtonné les uns les autres, à une sorte de clarification qui me semble très vertueuse. D'un côté, la budgétisation verte, qui s'inspire de la méthode I4C. Il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées par d'autres grandes villes, le Donneuse, même certains réfléchissent à la comptabilité CARE, enfin il y a énormément de choses. Et je pense que là, l'État aurait un rôle à jouer d'ailleurs, potentiellement, avec ses outils. Est-ce que c'est avec l'ADEME, avec le CEREMA, la NCT, ça tourne autour de ça très certainement. L'État aurait sans doute un rôle à jouer pour accompagner méthodologiquement les collectivités qui veulent faire dialoguer localement leurs équipes financières et leurs équipes opérationnelles. C'est d'abord ça, la vertu initiale du budget vert, puis de la budgétisation verte. Et puis on a un deuxième sujet qui est le reporting qu'on veut faire au niveau national, aussi pour dialoguer avec l'Europe. Et là, j'ajoute ma casquette de banquier. Guillaume l'a évoqué tout à l'heure. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le monde du financement, il y a des normes qui s'imposent aux banquiers qui sont extrêmement exigeantes. Alors, ça ne concerne pas l'Agence France Locale qui est trop petite pour être impactée, mais tous vos autres partenaires bancaires sont impactés par ces normes qui leur demandent de rendre des comptes sur ce qu'ils financent. Or, nous, collectivités locales, on a un petit sujet, c'est que nous avons gagné, il y a une cinquantaine d'années, grâce à la décentralisation, le fait d'avoir un financement globalisé de notre budget d'investissement. On ne fait pas de financement de projet. Vous imaginez une métropole qui a 1500, 2000 investissements chaque année, s'il fallait qu'elle fasse 2000 dossiers de prêt, c'est juste inenvisageable. Donc, la solution que présente Guillaume Robert, enfin c'est pas lui, c'est l'amendement gouvernemental qui va peut-être voter dans le PLF pour 2024, eh bien, fournit également aux banques une solution. Je m'explique. Si on est capable, avec un budget vert au sens décrit partant de la nomenclature fonctionnelle, de dire j'ai 100 d'investissements. Dans ces 120 d'investissements, il y a 10 qui sont classés verts. D'accord ? Si par ailleurs, ayant un financement globalisé, il se trouve que cette année, j'ai emprunté, allez, je vais dire 20 pour financer, eh bien, vous pouvez dire mon taux de dette verte est de 50%. Si vous avez emprunté 10, c'est 100%. Et du coup, vous simplifiez la vie de tout le monde. Vous simplifiez, c'est ce que fait Guillaume Robert, on simplifie la vie des collectivités locales parce que c'est la nomenclature fonctionnelle, peut-être un petit peu de nomenclature par nature d'ailleurs, qui permettra de le faire. Mais en plus, vous simplifiez votre propre vie parce que vous pourrez dire à vos banquiers, venez pas m'enquiquiner pour me demander si je fais un investissement vertueux ou pas vertueux. Mon budget est vertueux à hauteur de temps et donc vous pouvez me financer à hauteur de temps. Je ne sais pas si vous voyez le supplément d'âme que ça peut donner et faciliter la vie de tout le monde. Alors il nous reste un petit travail à faire entre les banques, se mettre tous d'accord sur le fait que ce n'est pas la peine de vous enquiquiner. Voilà. Oui, alors ça pose quand même un certain nombre d'autres sujets d'égalité et d'équité entre les collectivités pour mener leurs investissements. Assez pratico-pratique. Enfin, un exemple, par exemple, j'ai démarré le mandat à l'Agglo sur le renouvellement des flottes des bus. On est parti sur un schéma directeur, les lignes structurantes, on les met en électrique, le reste, on le met en biogaz. Aujourd'hui, les directives européennes disent que le biogaz ne sont plus vertueuses. Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un PPI, on a lancé une nouvelle DSP. Et là, on se retrouve bloqué, et pourtant, on a planifié.
Donc on voit bien que les normes évoluent. C'est pas que la démarche elle est superbe et personne ne peut être contre et on peut me dire que les collectifs doivent se lancer dans une démarche de réflexion, d'interrogation. Je pense que globalement tout le monde le fait. Mais à l'heure du faire, c'est pas si simple que ça. Et nous faire croire qu'un outil magique va y arriver, évidemment, ça posera la question. Et puis il y a plein d'effets pervers. Étant financier de base, je sais bien que l'argent magique n'existe pas. C'est-à-dire quand on fait des prêts bonifiés verts, et c'est tant mieux, on va accompagner l'investissement vert. C'est-à-dire qu'on va se rattraper sur l'investissement brun. Donc, c'est-à-dire que les aspects carbonés vont être de plus en plus chers. Et c'est normal, et c'est tant mieux. Mais ça veut dire que ça pose des questions d'accompagnement et la vision doit être très globale. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est aussi, nous on est demandeurs d'être accompagnés sur, on voit tous les errements qu'on a sur les chaudières à gaz. Est-ce qu'il faut en mettre encore dans nos maisons, dans nos appartements? On pourrait se poser même la question, un sujet qui est d'actualité dans pas mal de communes, sur les réseaux de chaleur. Est-ce qu'on doit continuer à investir dans des réseaux de chaleur ou plutôt des réseaux de froid? Est-ce que les réseaux de chaleur, c'est la vraie question, au moment où on est en train d'abord d'isoler à fond nos logements et que potentiellement on va faire des modèles économiques de DSP de réseaux de chaleur qui seront en sous-consommation parce qu'on a tellement bien isolé nos bâtiments qu'on devra consommer moins. Vous voyez, ça pose énormément de questions et c'est ça qui est super. C'est qu'on est en train de vivre une révolution écologique auquel il y a plein d'opportunités. On va pouvoir même casser des rentes économiques pour peut-être en créer d'autres, en tout cas recréer des modèles. Et on est vraiment à l'aune de ça. C'est ça dans ma remarque sur la comptabilité. C'est pas dire qu'il faut attendre 3 siècles pour avancer. Justement, on a fait du commerce dès le 15e siècle avec une comptabilité qui était pas tout à fait normalisée à l'échelle mondiale. Et pourtant, on a réussi à commercer. Donc, faut avancer à tâtons, mais attention à la réglementation qui ferait que si vous ne faites pas comme ça, il y a encore beaucoup de terrain d'expérimentation et de questionnement, et c'est ça qui est chouette. On va y arriver tous ensemble. Enfin, je pense qu'on va y arriver, et démocratiquement, sans aucun souci. Juste une seconde, pardon, je vous laisse la parole pour réagir sur et pour clarifier les choses. Il y a cet outil, et ça fait plusieurs fois qu'on parle des évolutions de comptabilité. Alors, j'en parle pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas cet outil. En revanche, oui, c'est un sujet qu'on suit et que l'État suit. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein d'approches toutes plus stimulantes les unes que les autres. Et c'est vraiment pris. Alors, du côté de la DGFiP, on fait des travaux parce qu'on aime bien se projeter sur ce genre de sujet. Le Conseil de normalisation de la comptabilité publique a créé d'ailleurs une section spéciale sur ces enjeux. C'est des enjeux qui sont regardés par les normalisateurs comptables, qu'ils soient européens ou mondiaux. À la fois, c'est stimulant. On ne va pas faire le débat théorique ici parce qu'il y a plein de méthodes, mais ça veut dire aussi, et je reboucle avec ce que disait Olivier Landette, c'est parce que si tout le monde regarde ça, c'est quand on parle de normalisateurs comptables, qu'ils soient européens ou mondiaux, c'est parce que les banques, les organismes financiers commencent à être soumis aussi à ce type de réglementation. Je vois bien en quoi ça peut faire peur, c'est l'autre versant de l'incitatif. On trouve ça très bien que les banques nous disent qu'elles font du financement vert, qu'elles poussent, que tous les acteurs soient orientés pour arrêter de financer. Quand on aime bien quand on dit qu'on arrête de financer des grandes compagnies pétrolières ou des marchands d'armes, mais c'est l'investissement brun dont on se dit qu'il sera plus cher demain. Donc c'est bien ça, il faut aller au bout de la démarche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nicolas Gorju, je suis premier adjoint aux finances de la ville de Cannes. Et dans le secteur privé, je travaille chez BNP Paribas au niveau d'un centre affaires. Donc j'avais coché cette réunion avec beaucoup d'impatience. Je suis satisfait vraiment de la qualité de vos interventions. Et j'ai une question un peu de schizophrène dans ma double fonction, banquier et premier adjoint de la ville de Cannes dédié aux finances. C'est le souci et l'accompagnement nécessaire pour les collectivités sur l'évaluation de la performance énergétique. En tant que banquier, justement, on a un fléchage obligataire, maintenant obligatoire, vers les financements verts. On a des grilles de lecture qui sont extrêmement fines sur les scopes de pollution, scope 1, scope 2, scope 3, scope 4, etc. On a exactement aussi la traduction de la norme CSRD pour les entreprises. Et quelles sont vos réponses, justement, pour accompagner les collectivités ? Alors, déjà, un premier élément de réponse sur la méthodologie qu'on a co-construite avec les collectivités. On a fait exprès de ne pas aller jusqu'à un calcul d'empreinte carbone, parce que ça aurait été construire une usine à gaz sans mauvais jeu de mots.
on s'est limité à dire d'experts, donc on ne dit pas des bêtises, mais c'est juste qu'on ne repasse pas par un calcul d'empreinte carbone qui finalement nous amène à dire des choses qu'on sait déjà. Enfin, on sait déjà qu'une voiture thermique, c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Enfin, pas besoin de retourner sur un calcul d'empreinte carbone. Donc ça, c'est un premier truc. Donc c'est quand même moins compliqué qu'un bilan carbone ou ce genre de choses. Après, ça reste qu'il y a un besoin de prise en main. Clairement, il y a une question qui, à mon avis, reste ouverte à ce stade sur quel est l'accompagnement qui peut être fait sur la prise en main. Et j'insiste bien sur la prise en main, parce que c'est vraiment important que ce soit une démarche qui soit appropriée en interne, parce que c'est vraiment pour se questionner sur ces investissements. Mais pour la prise en main par les services et par les élus, la compréhension, etc., il y a un besoin d'accompagnement sur lequel la question reste ouverte. Donc n'hésitez pas. Et c'est pas parce qu'on le veut, parce que nous on n'ira pas. Donc, voilà. Non, mais il y a un exemple, c'est très concret. Moi, donc sur Laval, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire de la retable pour la Banque des Territoires. Désolé, Olivier. Elle est indispensable, mais ils ont développé un produit qui s'appelle Link Tracting, qui est justement un très bon modèle, qui finance tant l'ingénierie sur l'audit énergétique du bâtiment que sur l'investissement. Donc nous, typiquement, on va passer au 100% LED en 1 an sur toute la ville de Laval, 50 000 habitants quand même, financé sur 8 ans par une dette verte qui s'auto-rembourse, en fait, qui ne pèse pas sur... Donc j'ai distingué dans ma dette la dette grise de la dette verte et je la sors même de mes calculs de dette en tant que dans 8 ans, c'est autofinancé par les économies d'énergie qu'on va faire. Et donc la Banque des Territoires a financé tant, cofinancé avec nous les diagnostics, ça c'est intéressant, et ensuite s'engage à financer une sorte d'avance remboursable ou de la dette selon la durée de l'endettement sur la rénovation. On l'a fait la même chose dans quelques écoles, sur quelques bâtiments publics, des choses qu'on n'aurait jamais financées. J'ai une école en quartier prioritaire, on n'avait pas les moyens, on fait déjà une grosse en rue, et là on s'est rendu compte que sur 13 ans, grâce aux économies de performance thermique, on allait pouvoir l'autofinancer par ce financement. Donc on voit bien que le monde change et qu'il y a des beaux outils d'accompagnement très pragmatiques pour les uns et les autres. Alors, juste pour vous aller dans votre sens, c'est qu'il a été présenté juste avant dans cette salle, cet outil. Donc on vous enverra la présentation si vous le voulez. Ouais, donc, bonjour, je suis Philippe Landuré, maire de Quévert et vice-président à Dinan Agglomération pour la prospective et la transition écologique. Quévert, c'est une commune d'un tout petit peu plus de 4 000 habitants. On vient de passer à la M57. On s'engage dans ce que la loi nous demande de faire, c'est la mise en place de l'économie, enfin on va dire la prise en compte des critères sociaux et environnementaux dans nos achats. Et à Dinan Agglomération, on est à moins de 50 millions d'euros de budget d'investissement, mais on a fait un choix dans le cadre du PCAET de la mise en place d'un SPASER, donc une politique d'achat socialement et écologiquement responsable. On a un sujet maintenant, il faut qu'on évalue ça, qu'on mette en place des critères de lisibilité. Donc il y a le questionnement en budget vert. Moi, je souhaiterais, si on pouvait être aidé par rapport à ça, que ça soit le même outil. Parce que sinon, on sent qu'on va devoir répondre différemment, peut-être à la même question. C'est le premier point. Et puis alors, j'ai senti qu'on avait le droit d'être un peu provoque. Là, alors, je tente le truc. C'est une proposition. Est-ce que les banques justement qui nous financent, dans le cadre des prêts, parce qu'on pourrait dire que finalement les prêts seraient bonifiés, facilités quand ils sont dans une dimension verte, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir le fonds des C2E qui nous verserait directement plutôt qu'on passe notre temps à les récupérer? Je vous garantis, c'est une folie. C'est une folie, on passe un temps fou pour les récupérer, ces C2E, et donc notamment sur nos systèmes de rénovation. Ça fait 2 ans qu'on a refait la rénovation énergétique de notre groupe scolaire, on nous redemande encore des pièces et on n'est pas sûr de pouvoir les avoir. Voilà, c'est juste une petite question comme ça. Des fois, ça peut être plus facile d'avoir de l'argent qui tombe directement que d'aller les rechercher. Alors, je vais me permettre de faire encore une petite incursion dans le point info précédent, puisque dans le point info précédent, nous avons présenté un programme auquel l'AMF est partenaire avec la FNCCR, qui s'appelle le programme ACTE, qui est un programme qui récupère 250 millions d'euros de C2E pour l'attribuer à des programmes de rénovation énergétique des collectivités, exclusivement des collectivités. Donc c'est précisément l'objet d'ACTE que de faciliter l'accès au fonds des C2E. La présentation sera mise en ligne et on peut vous l'envoyer. Oui, Boris Lemaire, je suis maire d'une commune de 8000 habitants dans le Morbihan.
la présentation très intéressante qui donne des perspectives, qui nous donne envie d'aller vers ce genre de choses, mais moi j'ai un problème sur le versant politique en fait de l'affaire. 8000 habitants, 66 km², 200 km de voirie. En réalité, moi j'ai demandé à mon service technique de faire le point, de me dire, pour entretenir mes routes, c'est quoi le poids sur mon budget? Je ne peux pas le faire. Mon résultat, mon excédent de fonctionnement à 1,2 million, il me faudrait pratiquement 2 millions d'euros par an pour entretenir mes routes. Et je ne fais pas de bâtiment et je ne fais pas de rénovation énergétique. Donc moi, j'ai très envie d'y aller sur ce genre de choses. Mais dans les communes extrêmement rurales où on a une voirie colossale, c'est quoi notre perspective pour améliorer notre facture énergétique et notre bilan carbone en réalité? Donc moi, j'ai furieusement envie d'y aller. Il y a un projet de salle des fêtes, il va falloir qu'on l'arrête. Comment je convainc la population qu'il faut que je l'arrête? Donc c'est le volet politique derrière qui va être beaucoup plus problématique parce que je rappelle que notre président adore la voiture. Alors, vous me permettrez de faire aucun commentaire politique d'aucune sorte. Non, simplement, sans retomber dans les financements fléchés quand même. Et je pense que je vais introduire le propos de ma voisine. Il y a un certain nombre de travaux qui essayent de regarder quelles seraient les sources, j'allais dire, polaires de financement. Entre est-ce qu'on s'endette plus qu'aujourd'hui, est-ce qu'on attend une manne descendant de l'État, est-ce qu'on fait tourner ces investissements pour prioriser. Juste un mot quand même, on sent que je sens que ça va déclencher des réactions. Mais en tout cas, il y a une forme de préoccupation sur ces sujets-là, y compris budgétaire. Moi, j'ai un seul exemple en tête, je ne vais pas citer toutes les lignes de financement. L'an dernier, il y a quand même eu une création d'un fonds vert pour pour venir en abondement des investissements des collectivités à hauteur de 2 milliards. Il est revoté cette année, ce qui n'était pas initialement, c'était une fois. Il revient cette année à hauteur de 2,5 milliards. Je le dis parce que, et puis je te laisse la parole, quand on évoque un financement État, on va se dire immédiatement c'est même pas la peine d'y songer, de toute façon Bercy va tout bloquer, ça n'arrivera jamais. En fait, il y a des choses qui se passent. Vous songez bien que mes amis de la direction du budget, quand on leur présente un fonds vert à 2 milliards, ils font gloops la première fois, et en fait ça passe. Donc il y a aussi des réorientations d'un certain nombre de financements de l'État, voire des abondements de l'État sur ce type de politique. Voilà. Ça ne résout pas tout, je n'ai pas du tout la prétention de dire que ça va payer votre voirie. Mais en tout cas, ne pensons pas que le financement est totalement fermé et qu'il n'y a pas une prise en compte aussi de ces sujets sur des lignes d'investissement. Alors, clairement, on voit bien les difficultés que ça pose de réussir à atteindre ces objectifs par rapport aux contraintes budgétaires que vous avez et aux difficultés politiques. Et justement, en fait, c'est justement ce qui nous a amené c'est une des raisons qui nous ont amené à aller vers ces outils-là. Parce que, en fait, ce genre d'exemple que vous venez de donner, on en entend comme ça un certain nombre quand on intervient à des conférences. Sauf qu'en fait, ça remonte pas de manière, on manque d'objectivation. De c'est quoi le manque et du coup pour objectiver ce manque il y a justement besoin de faire cette prospective mais au niveau micro parce que au niveau macro ça ne veut rien dire combien ça coûte de faire ce qu'on a besoin que toutes les collectivités fassent si on est sérieux sur le fait de remplir nos objectifs environnementaux en plus du reste, et qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle marge de manœuvre vous avez déjà, et qu'est-ce qui ne passe pas, et combien ne passe pas, et pourquoi ça ne passe pas. Et voilà, c'est pour ça que vraiment on insiste sur ce besoin de remontée d'informations, ce besoin d'objectivation des difficultés de financement dont vous parlez, ou des difficultés de faire rentrer dans le budget dont vous parlez, mais qui malheureusement ne sont pas objectivées nulle part. Et après, je voudrais revenir sur un propos qui a été dit tout à l'heure. Alors oui, les gros chiffres, ça fait peur, etc. Insister sur le fait qu'il y a un mur d'investissement,
Mais ce mur d'investissement, il est franchissable. Mais il est franchissable si on se donne les moyens de le franchir. Et pour se donner les moyens de le franchir, c'est vraiment un travail. Il y a vraiment besoin d'une collaboration, pour le coup, entre l'État et les collectivités. Et il y a besoin d'avoir ces débats, il y a besoin d'objectiver c'est quoi les besoins, il y a besoin... Et donc, justement, de faire remonter et d'objectiver tout ça, d'où le besoin de remonter d'informations. Parce que sinon, on tourne en rond. Et c'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, tourner en rond, parce qu'on n'a pas de données objectives sur quels sont les besoins au niveau des territoires. Alors on fait remonter, on est quand même contrôlé par la Chambre régionale des comptes, et moi j'ai été un des premiers, premier contrôle, de dire mais pourquoi vous ne prenez pas les indicateurs extra-financiers ? Premier à dire, quand on est dans une situation très endettée, on essaie de trouver tous les échappatoires possibles. Donc moi j'y suis très favorable. Aujourd'hui, moi je viens d'un monde quand même où j'ai appris l'économie sans inflation, 5% d'inflation, 7% d'inflation, évidemment 2 milliards, je les relativise, je les déflate, il ne reste plus grand chose évidemment, et par rapport aux 6,5 milliards si j'ai bien écouté, l'enrobé effectivement a pris 20%, donc refaire de la voirie coûte encore plus cher. On voit bien que toute l'économie est en pleine déstabilisation, et effectivement les budgets verts, tant qu'on ne sera pas d'accord, pour revenir quand même à ce que je disais initialement, je reviens sur la normalisation. Aujourd'hui, notre débat sur les budgets, il est politique. Est-ce qu'il faut investir là-dessus ou pas investir ? Mais personne ne conteste la fiabilité des chiffres qui sont présentés. Aujourd'hui, le risque d'institutionnaliser un budget vert, quand ce n'est pas volontaire et une démarche politique, comme la normalisation n'est pas encore quelque chose de commun, on risque d'avoir des débats en permanence dans nos conseils sur « Ah mais c'est pas le bon indicateur, c'est pas le bon chiffre, etc. » Donc moi je pense que l'amener de la question du point de vue politique et volontarisme me semble vraiment, vraiment essentiel. Et dernier élément pour trouver les milliards, je regarde quand même l'endettement global de la France. C'est d'abord un gigantesque endettement de l'État. Évidemment, vous le savez, vous connaissez ce graphique, je pense que c'est à peu près 70%. Vous avez ensuite l'endettement de la sécurité sociale et puis à la fin, la dette des collectivités. Bon, ça reste quand même très minime aujourd'hui, donc c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on a une capacité, je pense, d'endettement importante. Encore faut-il être accompagné. Et pour ça, et ça fera peut-être pas plaisir à la Caisse des dépôts, je rappelle que l'année dernière, la Caisse des dépôts a fait 5,5 milliards de résultats nets. Qui vont où ? Qui sont repartis à l'État. Voilà, je pense qu'on peut se dire que ces 5,5 milliards peuvent permettre d'être redistribués, surtout en période d'inflation, sur l'endettement vert. Enfin, on veut tous avancer dans le même sens. Et on est très liés les uns aux autres. Il n'y a pas de débat État contre collectivité. Bon, bref, bien au contraire, on a même un président d'AMF qui a des velléités de gérer le pays. Donc on voit bien qu'à bout d'un moment, il posera cette question-là. Il n'est pas de ma sensibilité politique, je me permets de le dire. On voit bien qu'on a une responsabilité collective. On a des contractualisations permanentes avec l'État. On est en train de négocier nos CPER sur les mobilités. On voit bien que notre destin, il est lié. Donc il ne faut pas s'opposer, il faut avancer ensemble avec à la fois les bons outils, mais ça restera surtout avant tout une démarche politique. Bonjour, Dominique Lardeux, adjoint à la transition énergétique de Segrand-Anjou-Bleu, qui est une commune nouvelle du nord du département du Maine-et-Loire, une commune très vaste aussi. Moi aussi, j'ai plus de 300 km de voirie. Je suis intervenu tout à l'heure aussi. Donc sur les bâtiments, parce que 50 bâtiments dans le décret tertiaire, un programme immense sur une nouvelle délégation que j'ai pu prendre en main sur ce mandat-là. Moi, je me félicite de l'approche d'un élu qui n'est pas loin de chez moi, parce que ça redonne un peu d'optimisme, parce que c'est vrai que quand on est confronté à autant de problèmes, autant de dossiers, on part optimiste et on peut finir parfois par beaucoup de pessimisme. Tout ça, je pense, moi, je ne conçois pas du tout ça comme une contrainte. Ma collègue adjointe des finances n'est pas là, mais je vais lui faire une restitution et je vais venir vous voir après pour avoir les comptes rendus des deux interventions, parce que je suis là depuis 3 heures. Mais au bout du compte, à un moment donné, je pense qu'il faudra, moi je partage votre positionnement politique pour dire qu'il va falloir qu'on renonce à un certain nombre de choses, il va falloir qu'on soit en capacité de dire à notre population qu'il va falloir qu'on renonce à un certain style de vie, parce qu'on ne pourra pas, on pourra pas continuer à mener les projets bruns et les projets verts en même temps. Et parce qu'il va quand même falloir qu'on finance tout ça. Et un enjeu, c'était un peu l'objet de mon intervention tout à l'heure aussi, c'est comment on est accompagné par l'État, par les subventions, parce qu'on voit bien que, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, je le redis ici, que le poids politique dans l'affectation des subventions de l'État est parfois plus important que le poids environnemental. Moi, j'expliquais tout à l'heure que j'ai un projet exceptionnel qui sortait normalement à 40-50% de subventions, qui a fini à 21%, parce que j'ai des collègues élus à côté qui avaient plus de poids que moi
au niveau du sous-préfet et qui ont réussi à avoir de la DETR sur des projets qui n'avaient aucun sens et des projets qui étaient très bruns, voire presque noirs, quoi. Donc j'interpelle l'AMF là-dessus aussi, parce que l'AMF, il va falloir aussi qu'elle nous accompagne là-dedans pour sensibiliser les responsables des élus pour parfois aller dans du renoncement, parce que je sais que la politique c'est compliqué, qu'il faut faire plaisir à sa population, mais parfois il faut peut-être être en capacité de passer par du renoncement chez soi pour faire quelque chose, quand c'est brun, pour faire quelque chose de vert quand c'est chez le voisin, mais juste à côté, quoi. Donc, parce qu'on a aussi, il faut aussi reprendre un objectif global et pas forcément du chacun pour soi, quoi. C'était juste une intervention en ce sens-là. Et je vais laisser la parole à Dédé-Philippe, mais effectivement, ça pose la question de, quand on dit que c'est un destin collectif, de l'aménagement du territoire. Je tire la question. Le rôle de l'État, il est aussi d'avoir des aménagements qui soient prospectifs. C'est bien de planifier les investissements qu'on doit faire, mais je constate à l'heure où on va négocier les CPER, mobilité, il faut se questionner, c'est quoi la France dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Quand on voit qu'on réindustrialise, c'est très bien. Moi, je viens d'un territoire de l'Ouest, on vient de l'Ouest, territoire qui va bien, qui a un taux de chômage en Mayenne moins de 5%, se pose la question de la solidarité nationale vis-à-vis de l'Est de la France, du Nord de la France en termes de réindustrialisation, là où il y a des logements vacants. Non, mais on ne réussira pas la transition non plus sans péréquation, sans redistribution des dynamiques de peuplement, des dynamiques économiques. Et ça, ce n'est pas les collectivités qui vont le faire. On ne va pas nous-mêmes se sabrer sur la dynamique de développement, mais il va falloir que l'État aussi puisse encourager, accompagner. Ils le font, hein. Il y a des programmes comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Ça, c'est le rôle régalien. Et la question qu'on pose souvent, on parle toujours de décentralisation, mais est-ce que l'État a les moyens de sa centralisation? On voit bien que sur le régalien, on pourrait parler police, justice, éducation, mais même sur la fonction régalienne de l'aménagement du territoire et la redistribution avec une équité territoriale des moyens et des infrastructures. Est-ce que demain, on veut une France avec 15 grandes métropoles et on fait des RER métropolitains qui alimentent encore les grandes métropoles? Ou est-ce qu'on veut plutôt un maillage sur tout le territoire avec peut-être du périurbain qui est maillé l'un à l'autre et qui finalement qui se développe et s'enrichit l'un à l'autre? Ça, c'est des vraies questions politiques qu'on met pas... Enfin, on se cache derrière des outils techniques, mais la question de la transition est politique et démocratique. Et c'est bon, et c'est dommage, on est un peu entravé dans les débats au national pour tout un tas de raisons, mais c'est la vraie question aujourd'hui. C'est quel aménagement aussi il faut porter collectivement. Il y a des super travaux qui sont faits. On a la chance d'avoir quand même des experts qui se penchent sur ces questions-là. Et je vous remercie quand même avec Forcilly, si j'ai attaqué dur au début, mais ils sont quand même pionniers dans la démarche. Depuis 10 ans, ils portent ces démarches-là d'approche globale, systémique, avec de l'évaluation. Et ils portent notre cause, hein, à travers la dette d'investissement. C'est plutôt favorable à notre capacité à agir derrière. Mais la question de l'aménagement du territoire, on y passera un jour. Je voulais juste réagir à un point, parce que ça me donne l'occasion de repréciser quelque chose sur le dispositif donc de loi de finances. Il n'inclut aucune orientation ensuite, fléchage d'investissement, fléchage de subventions de l'État. C'est de la pure présentation dans une annexe. Oui, mais alors, j'allais dire, je savais que j'allais lancer ça, vous me faites une excellente transition. Je pensais que c'était une bonne nouvelle quand j'allais dire ça. Mais c'est très intéressant de voir. Les choses ne sont pas blanches ou noires. Je le disais, on n'aime pas les financements fléchés, je comprends. Le fonds vert n'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir une poche d'investissement vers la transition. Après, je comprends qu'on a peur, on peut avoir peur, mais en tout cas ce dispositif ne le prévoit pas, qui servent à orienter ensuite un certain nombre de financements État. Mais j'entends aussi qu'il y a parfois cette demande-là de dire il faut que l'État soit un peu plus incitatif. Donc ça ne va pas faire revenir sur le dispositif lui-même, c'est totalement tranché. Il ne prévoit pas de servir de base à une orientation des subventions, mais les débats sont intéressants. Puis j'avais juste une petite remarque dans les outils, mais je fais à nouveau référence à des discussions qu'on a avec I4C. L'endettement, la politique d'endettement pour financer ces investissements, il y a les subventions de l'État. Je ne voudrais pas qu'on oublie, je le cite aussi, il y a le renoncement, il y a l'optimisation d'un certain nombre de choses, des formes de sobriété, il peut y avoir une réduction de son parc immobilier qui peut être une très bonne solution pour s'éviter des consommations énergétiques. À nouveau, je ne vous donne pas des solutions miracles. Il y a parfois, je tenais à l'évoquer aussi, des politiques d'incitation tarifaire
Je pense à la politique de l'eau. C'est aussi un des axes de réflexion. Je ne vais pas lancer des débats horribles, mais le président de la République a fixé les tarifs de l'eau avant même qu'on ait pu en débattre. Donc rassurez-vous. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais toutes les réflexions qu'a eu l'État depuis très longtemps, puis pas lui seul, sur la tarification des produits énergétiques, les taxes sur les produits pétroliers, on les retrouve aussi dans l'eau. Il y a un accès, il y a une volonté sociale, ça se mixe aussi avec le fait de donner un prix à cette ressource. Et c'est une réflexion économique assez logique de se dire, quand on évoque les comptabilités, et à quoi amènerait typiquement une comptabilité qui irait au bout du fait de se rendre compte que la ressource naturelle, elle n'est pas gratuite, c'est à lui donner un prix, et ça peut se traduire aussi sur des réflexions sur le prix de l'eau, par exemple. Alors, il y a le tarifaire et il y a le fiscal. Voilà, on a des outils fiscaux. On va peut-être pas dévier sur l'eau, parce que quand même, si on devait en dire un tout petit mot sur la politique de l'eau, il faut quand même rappeler que la politique de l'eau, elle est quand même essentiellement payée par les usagers, qu'elle vient abonder des caisses des agences de l'eau, qui redistribuent quand même très peu largement en proportion aux personnes qui les ont. Non, les collectivités sont pas les... Les collectivités sont les premières contributrices des agences de l'eau, ne sont pas les premières à récupérer l'argent donc c'est une autre position de l'AMF, mais c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais c'est pas si simple que ça, parce que les collectivités contribuent très 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 largement au financement de la politique de l'eau, et plus que de l'eau, à travers leurs services d'eau. Mais le sujet du prix de l'eau est un autre sujet. Il y avait une question par ici. Allez. C'est peut-être une intervention un peu naïve, mais je suis Christine Houblon, je suis conseillère municipale, deuxième adjointe de l'Association des maires de Guadeloupe, et je voudrais poser une petite question. Alors, je ne veux pas non plus laisser passer la question de l'eau. J'ai mon collègue qui est spécialiste, Didier Méridan, qui est là, qui va peut-être en parler, parce qu'on a un véritable problème d'eau en Guadeloupe. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais venir. Au niveau de la ville des Abîmes, nous avons un programme d'investissement très, très, très bien, au niveau pour lutter contre le réchauffement climatique, pour renaturation du Beau, par exemple, enfin, de la ville tout entière, le développement de la biodiversité, énormément. Le programme est très bien, mais on a un problème de financement. Et je me dis, j'ai tout entendu de ce que vous dites, effectivement, les fonds verts, où il faut vous présenter des projets. Au niveau de l'Office de la biodiversité, on s'est entretenu au niveau de notions, on nous a dit non, c'est très bien, ce sera accepté. Et puis finalement, on a eu un refus, ça n'a pas été accepté. Donc, je me demande, est-ce que l'État ne pourrait pas plus simplement, à partir des programmes d'investissement qu'on voit, je peux vous citer ce qu'on a, des voitures, l'achat de voitures électriques pour limiter, de bornes de recharge installées, des pistes cyclables pour effectivement que ça se dépollue, et en plus ça limite les accidents sur la route, la renaturation de nos bourgs, mettre en place des gymnases pour développer le sport, les plateaux sportifs, des centrales photovoltaïques, et je passais des meilleurs. Bon, il y en a plein comme cela. Le projet est là, c'est super, mais il manque de financement. Comment faire? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, qui est tout simplement que l'État, au vu du programme que les collectivités présenteraient, verse une dotation, puisqu'on a supprimé la taxe, pourquoi on ne pourrait pas avoir une dotation plutôt que de répondre à des appels à projets, des choses comme ça, où on ne sait jamais si ça va être accepté ou pas? Voilà, c'est ça ma simple question. Alors, la question de la transparence dans l'attribution du fonds vert, elle a aussi fait l'objet de beaucoup de débats ce matin. C'est un sujet compliqué et qui clairement a été soulevé hier en auditorium aussi, sur la garantie d'avoir un accès aux financements qui ont été mis en place. C'est assez compliqué. Donc là, je vous renvoie au futur webinaire. Pour ce qui est de l'Office français pour la biodiversité, madame, si vous le souhaitez, je vous invite à venir rencontrer le nouveau directeur général à 15h30 cet après-midi, qui vient nous voir et qui sera tout à fait ravi d'échanger avec vous si vous le souhaitez, et avec d'autres personnes de la salle si vous êtes volontaire. Et juste rajouter, ça me fait penser à quelque chose, on a parlé des dépenses et des coûts, mais la transition peut rapporter aussi, surtout sur la partie la plus facile qu'on est en train de faire collectivement. Je vous dis que le chemin, on est vraiment qu'au début de la pente. Et quand on fait de l'investissement pour les photovoltaïques, pour l'énergie renouvelable, ça rapporte aux collectivités des petites recettes maigres, mais ce n'est pas des sources de coûts. Ça peut améliorer l'enveloppe globale d'investissement. C'est important de se le dire aussi. Dans l'optimisme que je porte. C'est vrai, mais quand on fait de la végétalisation, on augmente ses coûts de fonctionnement, par contre. Non, mais je parle sur les énergies. Mais voilà, pour voir aussi le verre. Moi, je dis souvent, vision d'entrepreneur, on a tendance effectivement à diminuer les dépenses dans les collectivités, mais c'est aussi important de maximiser les recettes quand on peut.
Je voulais juste pointer votre question. Je pense que c'est vraiment une vraie question. Si on arrivait à faire en sorte que dans un contrat de transition écologique, on ait la massification des subventions de l'État et de ses agences, quelle que soit la source, et que ça vienne alimenter un budget, et qu'on puisse ensuite à l'intérieur savoir ce qu'on fait, à quel moment on finance ceci plutôt que cela, parce que dans la vie réelle, il y a des projets qui avancent plus vite que d'autres, d'autres qui freinent. Donc un financement globalisé, me paraîtrait, est une avancée essentielle, avec de la prévisibilité et un engagement des financeurs à tenir sur la durée, ce qui n'est pas dans les règles habituelles de la gestion financière de l'État. Donc ça, je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Et le combat que nous menons à l'Agence France Locale, c'est exactement le même pour les banques. Monsieur de BNP Paribas, mais qui est également élu local, disait que lui, en tant que banquier, et je subis la même difficulté, on lui demande de faire du reporting. Mais ce reporting, si on le globalise, comme le propose Guillaume Robert, bien, on n'a plus besoin d'enquiquiner les collectivités locales. On dit, le pourcentage de la collectivité locale, c'est 25%. Point. On ne vient pas leur demander est-ce qu'ils sont scope 1, en scope 3 ce qu'ils font, et nous-mêmes, ce qu'on fait en scope 3, etc. Je pense que il y a deux termes qu'il faut qu'on retienne, je pense, importants. Il y a eu le terme de la démocratie. Ce n'est pas aux banquiers de venir dire aux collectivités locales ce qu'elles ont à faire. Et il y a le terme de la confiance. On peut faire confiance aux collectivités locales, ça a été dit par le maire de Laval. On sait ce qu'on a à faire, on la connaît, notre trajectoire, on sait qu'elle s'inscrit dans une trajectoire fit for 55, comme on dit maintenant, 55% en 2030 par rapport à 90 et zéro carbone en 2050. On la connaît et elle s'impose à nous, puisque dans nos PCAET, dans nos CRT, dans toute la réglementation qui s'applique à nous, collectivités locales, de toute façon, on est engagé avec l'État et au sein de l'Europe dans la même direction. Par contre, dans la mise en œuvre, on n'est quand même pas complètement bête, quoi. On sait ce qu'on a à faire. Hein. Et dernier point sur le financement, on a fait un petit calcul de coin de table qui va peut-être pas satisfaire nos amis bretons. Je suis breton aussi. Un petit calcul de coin de table. Aujourd'hui, la durée moyenne d'endettement des collectivités locales, vous savez, ce fameux ratio, on rapporte le stock de dette par rapport à la capacité d'autofinancement, c'est 4,5. 4,5. Calcul de coin de table. Vous décalez d'un an. Vous passez de 4 ans et demi à 5 ans et demi. Donc on est loin des 12 ans à partir desquels on commence à être regardé. Hein. 47 milliards d'euros on dégage par an. Et les rapports Pisani-Ferry et compagnie nous disent les collectivités, c'est 15 à 20 qu'il faut. Donc réfléchissons aussi là-dessus. On a la capacité. Alors, je sais, c'est très divers d'une collectivité. C'est globalisé, un budget. C'est globalisé. L'eau représente un budget énorme dans une collectivité. Exactement. C'est globalisé. Non, mais ce que je veux dire par là, attention aux mathématiques. Exact. Mais je voulais en arriver à ça. Hein, derrière cette vision globale, je vais sur le point de Morgane, c'est qu'on a besoin d'une vision simple. Après, un des dangers, je vous regarde parce que ça me parle beaucoup. Votre voirie. Dessus, il y a des vélos qui passent. Il y a des véhicules électriques qui passent. Il y a peut-être une part de verre dans votre voirie. Donc voilà. L'entretien, c'est une dépense neutre. Hein. C'est la création d'une voie non verte qui est une dépense brune. Donc déjà, l'entretien, vous êtes tranquille. Ça ne rentre pas dans le négatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien. Rien. C'est le gong. Bien. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions.